Il y a quand même un médecin qui a volé le cerveau d'Einstein à sa mort pour savoir s'il contenait des traces de son intelligence. Évidemment, l'intelligence nous fascine tous. Et vous, êtes-vous intelligent ? La véritable histoire, c'est qu'en 1955, Einstein décède. C'est le père de la relativité. Il savait que sa mort allait être super médiatisée. Donc c'est pour ça qu'il avait dit « Moi, je vais être incinéré tranquillement en toute discrétion et que ses cendres soient dispersées dans une rivière. » Et c'est qu'ensuite que les médias auraient dû être informés de sa mort. Ça a été un fail total. En fait, c'est Thomas Harvey, un jeune médecin pathologiste, qui est responsable de l'autopsie du corps d'Einstein. Là, il se dit clairement « Ok, je vais faire l'autopsie, mais j'ai quand même avec moi le corps et le cerveau d'Einstein. Peut-être que je devrais en faire quelque chose. » Donc c'est comme ça qu'il a l'idée d'extraire le cerveau d'Einstein, de le disséquer, de le peser et de le répartir en blocs dans plusieurs bocaux. Et tout ça dans le dos de la famille d'Einstein. Vous imaginez que quand on a découvert cette histoire, il a été très critiqué, il a perdu son travail et il a même divorcé de sa femme. Sa carrière, out. C'est Hans Einstein, le fils d'Albert Einstein, qui sauve en quelque sorte Thomas Harvey en l'autorisant à poursuivre ses recherches, puisqu'il partait du principe que son papa préconisait toujours la recherche scientifique. Et donc si cette étude du cerveau pouvait amener à des avancées scientifiques, ce serait le top. L'objectif de Thomas Harvey, qui n'est pas neurologue, c'était justement de rassembler une communauté de neurologues, de scientifiques, de médecins, de façon à obtenir des résultats et les publier dans des revues hyper prestigieuses. Donc il cherchait un peu la renommée mondiale, il cherchait un peu la fame, quoi. C'est comme ça que de 1975 à aujourd'hui, on a pu analyser les 240 blocs du cerveau d'Einstein, les 12 séries de 200 diapos que Thomas Harvey avait faites et qu'on a pu un peu obtenir quelques résultats. Le cerveau d'Einstein contiendrait plus de cellules gliales qu'un cerveau normal. Les cellules gliales, ce sont des cellules qui fixent les neurones entre eux, mais aussi qui les alimentent en nutriments et en oxygène. Et comme l'environnement dans lequel Einstein travaillait était très stimulant intellectuellement, peut-être que c'est ça qui a provoqué l'augmentation des cellules gliales dans son cerveau. On a aussi remarqué que son cortex préfrontal était très développé, et c'est ici que se trouve la cognition spatiale et la pensée mathématique. Et apparemment, la région qui rejoint les deux hémisphères du cerveau d'Einstein, qui s'appelle le corps calleux, était beaucoup plus épais que la normale. On pense peut-être que justement ça a favorisé la communication, la créativité, les associations guidées au sein du cerveau d'Einstein. Vous imaginez que toutes ces conclusions, ces analyses, ces études, elles ont été critiquées. On peut se dire, très bien, mais je peux prendre n'importe quel cerveau et le comparer à d'autres. Est-ce qu'il faut associer les différences anatomiques d'un cerveau à son génie ? Les blocs du cerveau d'Einstein et les lames de son cerveau, vous pouvez toujours aller les voir au Mutter Museum de Philadelphie, le musée de toutes les anomalies médicales les plus terrifiantes. Il y a une chose qui est certaine, l'intelligence, elle émane de notre cerveau. Et ce qui est fou, c'est qu'on a tous le même, mais qu'on n'a pas tous la même intelligence. Si je regarde la définition de l'intelligence, dans le Petit Robert par exemple, la faculté de connaître, de comprendre, une qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Pour le Larousse, l'intelligence, c'est une aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Il faut quand même se dire qu'il n'y a pas une réelle définition qui soit hyper précise. C'est un domaine intriguant dans lequel un nombre de neurologues, scientifiques, psychiatres se sont un peu affolés et surtout débattent sur ce concept d'intelligence. Alors vous imaginez que mesurer l'intelligence a été très tentant. Je vais vous parler de quelques tentatives de mesure. La première mesure de l'intelligence qui a été évoquée était le mental test. C'était en 1890. C'était pour comparer des étudiants entre eux. Et puis ensuite, il y a eu la première échelle de l'intelligence métrique. C'était en 1905 avec Alfred Binet et Théodore Simon, qui suite à une demande de l'État, essayent de mettre en place une échelle pour détecter les élèves en difficulté afin de leur apporter une aide scolaire. Là, on parle d'un test avec des questions à difficulté croissante comme quel est ton nom de famille ou est-ce que tu peux me dessiner un carré. Et au fil du temps, cette échelle métrique, elle a été reprise par beaucoup de personnes et la notion et l'expression du QI, le quotient intellectuel, a été inventée par William Stern, dont le but est de donner un âge mental à un enfant. Cet enfant-là, il a 15 ans, mais il a un âge mental de 17 ans. Cette mesure, elle ne s'applique qu'aux enfants. Et puis aujourd'hui, il existe un tas d'autres tests. Vous avez certainement entendu parler des tests de Wechsler. Mais là, on est d'accord qu'on ramène l'intelligence à un seul chiffre. Définir l'intelligence par un chiffre, c'est quand même très réducteur. Alors, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut parler d'une intelligence au singulier ou d'intelligence au pluriel ?
Et donc la théorie des intelligences multiples, elle émerge avec Howard Gardner, qui est prof de psycho et de neurologie à Harvard et qui en 1983 trouve que le concept du QI, c'est une hérésie. Pour lui, la notion d'intelligence, c'est un plus vaste programme. Et il le découvre parce qu'il observe que certains malades sont privés de leurs facultés intellectuelles, mais développent d'autres capacités, comme les autistes par exemple. Donc pour lui, il existerait plusieurs sortes d'intelligence qui sont indépendantes les unes des autres. Je ne sais pas si vous connaissez Stephen Wiltshire, on l'appelle l'homme caméra. Il a une mémoire photographique de folie. Et cet homme, il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans. Il a une capacité assez dingue. En une après-midi d'observation, par exemple, d'une photo d'une ville, il va être capable de la redessiner dans ses moindres détails en 5 jours. Donc ça, c'est un truc de ouf. Moi, j'en suis incapable. Donc c'est là qu'on voit quand même que des personnes sont capables de mettre en place des intelligences différemment. Est-ce que Einstein était plus intelligent que Tesla ou est-ce que Picasso était plus intelligent que Bill Gates ? On peut dire aujourd'hui qu'il existe 8 intelligences. La logico-mathématique, la linguistique, la kinesthésique, la musicale, l'interpersonnelle, l'intrapersonnelle, la visuospatiale et l'intelligence naturaliste. Je ne vais pas toutes les développer, mais il y en a quand même 2 qui m'ont un peu touchée. Il y a l'intelligence corporelle kinesthésique, sa capacité de s'exprimer à travers son corps. Et c'est toutes les actions en fait qui vont nous demander d'utiliser notre force, notre coordination, notre vitesse, notre souplesse pour justement évoluer dans le monde. Cette intelligence, on la retrouve énormément dans les métiers des artisans, des sportifs, des chirurgiens, toutes les personnes qui utilisent leur corps pour aboutir à une action. Par exemple, un sportif, il va utiliser cette intelligence pour se déplacer dans l'espace, pour jouer avec son équilibre, mais il va aussi intégrer l'intelligence logico-mathématique. Parce qu'effectivement, quand on joue dans une équipe, il va falloir élaborer des stratégies. Donc là, on voit bien qu'il y a une combinaison des 2 intelligences. Et l'autre intelligence qui m'a frappée, c'est l'intelligence intrapersonnelle. C'est celle qui permet de nous connaître, de nous analyser et d'aller dans notre monde intérieur. C'est grâce à elle, en fait, qu'on prend conscience de notre identité et de nos émotions. Je vous mets en lien un article qui développe toutes ces intelligences et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire lesquelles ou laquelle dominerait le plus chez vous. Maintenant, si on revient à Einstein, on le considérait un peu comme un génie. On parle d'intelligence, on parle de génie. C'est quoi être un génie ? C'est vrai parce que toutes les théories révolutionnaires, les percées scientifiques, telles que celle de l'évolution ou de la relativité, nécessitent une dose de créativité qu'aucun test n'est capable de mesurer. C'est vrai, le trait de génie, c'est quelque chose d'instinctif, d'incalculable, de non prévisible. Mais la science s'est quand même penchée sur le dossier. Scott Barry Kaufman, par exemple, directeur scientifique de l'Imagination Institute de Philadelphie, il a réuni des personnalités pionnières dans leur domaine, des psychologues, des artisans, des dentistes, qui ont des activités qui nécessitent un processus de créativité. Et il a cherché à savoir comment ils trouvaient leurs idées. En analysant ces pionniers, il en a conclu que justement ce wow effect ou ce moment eureka intervenait justement pendant des moments de total lâcher prise, c'est-à-dire au cours d'une balade, sous votre douche, dans un moment de contemplation. Donc en fait, l'information arrive consciemment, mais elle a été traitée inconsciemment. Il survient surtout à un moment où on s'y attend le moins, où on n'est pas du tout concentré à trouver la solution. Et ce moment Eureka, il a été étudié par un neuroscientifique qui s'appelle Rex Jung à l'Université du Nouveau-Mexique. Il est parti du principe que notre cerveau fonctionnait sur 2 réseaux de neurones en parallèle. Le premier, c'est un réseau de neurones externe. Il favorise la capacité à répondre aux demandes externes. C'est-à-dire ce sont toutes les activités sur lesquelles on peut agir. Aller travailler, payer ses impôts. On est vraiment dans une partie d'action. Le second réseau, c'est les réseaux internes. Il cultive le processus de pensée interne comme l'imagination ou la rêverie. Rex Jung met en place une étude dans laquelle il fait participer 6 musiciens, qu'il va mettre dans un IRM. Dans un premier temps, il va leur demander de jouer un morceau de musique qu'ils ont mémorisé. Dans un second temps, il va leur demander d'en improviser un autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte que le réseau de neurones internes, celui qui cultive la rêverie, l'imagination, était super actif quand les musiciens improvisaient le morceau. En revanche, le réseau externe était complètement diminué. C'est comme si le cerveau avait désactivé sa capacité à s'autocritiquer, donc à diminuer le fonctionnement des réseaux de neurones externes, mais à activer le réseau de neurones internes en lui disant « laisse-moi créer, laisse-moi composer, laisse-moi rêver ». Dans cette dernière étude que je vais vous décrire, Andrew Newberg a repris les patients de Kaufman, qui étaient pionnières dans leur domaine, dentistes, les artisans,
parce qu'il a voulu cartographier les voies neuronales qui participent au processus de créativité chez ces personnes. Et il leur a demandé de trouver une nouvelle utilisation à des objets du quotidien. Une fourchette, une brosse à dents, une chaise, une lampe, bref. Et il a comparé leur cerveau à un groupe témoin pendant qu'ils réfléchissaient. Ce que Newberg trouvait aussi intéressant, c'était le fait de pouvoir déceler les différences de connectivité entre des vocations professionnelles. Par exemple, entre un psychologue et un comédien. Et donc la conclusion de Newberg rejoint celle dont on a parlé en tout début sur le cerveau d'Einstein qui disait que son corps calleux était plus épais. Dans son étude, il a remarqué que le corps calleux qui rejoint donc les deux hémisphères du cerveau est 2 fois plus importante chez les grands penseurs que chez le cerveau des personnes témoins. Il observe aussi une augmentation des connexions entre les différents lobes du cerveau, ce qui témoignerait de beaucoup plus de flexibilité dans le processus de pensée. Et c'est le cerveau de George Lucas qui a permis en 2015 à Nancy Andreessen, neuroscientifique et psychiatre de l'Université de l'Iowa, d'affirmer qu'il y a une activation plus forte des cortex associatifs dans un cerveau hautement créatif. Et ce sont ces aires cérébrales qui permettent les associations d'idées, mais aussi l'aptitude à faire des connexions qui ne sont pas toujours évidentes. Alors après, on peut se poser la question de savoir si le génie a une composante héréditaire. Mozart, est-ce qu'il est né avec un appareil auditif programmé génétiquement pour faire ce qu'il a fait? Pour le moment, la notion d'hérédité, elle est très floue. En revanche, il y a une chose qu'on sait, c'est que le génie, ça tombe pas du ciel. Effectivement, il faut travailler, il faut de la volonté, il faut être persévérant et il faut stimuler son intellect. Et ce, dès le plus jeune âge, même quand on est tout petit en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de très belles choses. L'échec fait partie du deal, hein. C'est vrai, on réussit souvent après de nombreuses tentatives. Par exemple, quand on pense à Thomas Edison, on pense au phonographe qu'il a inventé et à la première ampoule qui a été commercialement viable. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'avant ces 2 brevets, il en a déposé au moins 1000. Donc il y en a eu du boulot avant d'en arriver là. C'est comme Léonard de Vinci qui disait que les obstacles ne peuvent pas m'écraser. Alors il a vécu à Florence à l'époque de la Renaissance, où il y avait une effervescence culturelle autour des arts, des grands esprits. Tout ça a été stimulant pour Léonard de Vinci, mais c'est surtout sa persévérance et son travail qui ont été le plus important dans toutes ses créations. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette notif vous a plu. Je n'ai pas pu tout aborder parce que le domaine est très vaste. Mais n'hésitez pas à m'écrire vos axes de réflexion en commentaire, ça me fera très plaisir de vous le lire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine notif.